Tout le monde te dit d'investir dans des ETF en 2025, mais personne ne te dit quoi regarder concrètement pour choisir correctement ton ETF. Donc, je vais te donner 5 critères qui vont te permettre de choisir tes ETF de façon la plus qualitative possible. Première chose, c'est l'encours sous gestion. S'il y a un encours de moins de 100 millions, l'ETF risque d'être fermé par son émetteur parce que ce sera tout simplement pas assez rentable. Probablement qu'il n'y aura pas assez de clients, pas assez d'argent dans cet ETF et donc ils n'auront pas assez de frais, donc ils risquent de clôturer cet ETF. À moins que ce soit un ETF qui vient d'être lancé et auquel cas, du coup, il faut attendre peut-être quelques semaines, quelques mois avant que l'encours dépasse les 100 millions. Si c'est lancé depuis un moment et que ça fait moins de 100 millions, moi personnellement, je n'y vais pas. Les émetteurs de confiance, c'est la BNP, c'est BlackRock, c'est Amundi. Il y a plein d'émetteurs qui te permettent d'investir dans des ETF. C'est un panier d'actions. Ensuite, la tracking différence. Ça, c'est l'indicateur numéro 2. Ça va être tout simplement l'écart de performance entre la performance de ton ETF et la performance de l'indice. Si tu investis sur un ETF du S&P 500 qui réalise 10,82% alors que le S&P 500 a réalisé 10,92%, tu as un petit écart et il faut que cet écart soit le plus faible possible. Tout ça, tu peux le comparer sur le site JustETF. Tu peux superposer la courbe de l'indice avec la courbe de l'ETF et essayer d'avoir cette performance la plus réaliste en fait possible. Ensuite, critère numéro 3, les frais de gestion de l'ETF. Alors, normalement, ce sont des frais qui sont relativement faibles, mais parfois, sur certains ETF, ça dépasse les 0,30%. Et pour moi, c'est trop cher. Pour un ETF, il faut que ce soit en dessous des 0,30%. Par exemple, on a des ETF qui ont été émis par Amundi, par BlackRock récemment. Je pense au SPEA, je pense au DCAM de Amundi, je pense au WPEA, pareil, de iShares, donc de BlackRock. Tout ça, c'est des ETF dont les frais sont inférieurs à 0,30%. Et en plus de ça, ils sont éligibles au PEA. Quatrième critère, ce sont la méthode de distribution des dividendes. Est-ce que tu préfères un ETF qui va réinvestir lui-même ses dividendes, et c'est ce qu'on appelle donc un ETF capitalisant, ou est-ce que tu préfères un ETF qui va te distribuer les dividendes, c'est un ETF distribuant. Sur PEA, ça ne change pas grand-chose parce que tu n'as pas de frottement fiscal, mais sur compte titre, si tu reçois les dividendes, tu payes de l'impôt, tu payes la flat tax et ensuite tu réinvestis. Donc en fait, fiscalement, c'est beaucoup moins intéressant. Il faut avoir un ETF qui soit capitalisant et au moins tu ne te prends pas la tête, ça réinvestit tout seul les dividendes et ça croît de manière exponentielle. Et ensuite, cinquième critère, c'est le secteur géographique sur lequel tu veux être exposé. Est-ce que tu préfères être exposé qu'aux États-Unis? Est-ce que tu veux un ETF qui investit que sur l'Europe, que sur la France, que sur les pays émergents? Un ETF qui investit, par exemple, le MSCI World, c'est 70% États-Unis et 30% reste du monde. Donc ça te permet quand même d'être un petit peu plus diversifié que juste du S&P 500. Donc à toi de voir en fonction de tes convictions, là où tu veux tout simplement investir ton argent. Donc je répète les 5 critères. L'encours sous gestion supérieur à 100 millions si possible. La tracking différence la plus faible possible. Les frais si possible de moins de 0,30%. Les dividendes si possible capitalisants. Et le secteur géographique. Et là, il n'y a aucun critère à donner finalement. C'est simplement en fonction de tes convictions tout en sachant que c'est aux États-Unis qu'il y a eu les meilleures performances boursières historiquement depuis une centaine d'années. Et si on regarde vraiment à une échelle globale, évidemment, on a peut-être une entreprise chinoise qui a surperformé certaines entreprises américaines, mais globalement, le S&P 500, c'est l'indice qui performe le mieux. Même si on a aussi le Nasdaq qui surperforme le S&P 500, mais qui est aussi beaucoup plus volatile parce que essentiellement, il y a plus de valeur de la tech en fait, comme il n'y a que 100 entreprises dans le Nasdaq 100, il y a une plus grosse pondération du secteur tech. Donc, ça performe mieux, mais c'est aussi parfois plus volatile. Voilà, si tu as des questions, n'hésite pas à les poser en commentaire. Tu trouveras toutes les ressources nécessaires dans la bio de cette vidéo. Et on se dit à très bientôt dans une prochaine vidéo.